nom est Marc Harriman et je vous retrouve dans cette série d'émissions qui est une série sérieuse sur la mort et l'information. C'est important, de quelqu'un que vous aimez beaucoup et que certaines personnes détestent, son nom, Claude François. Ce 22 mai 2026, nous continuons cette série d'émissions et je passe le bonjour à toutes les personnes qui regardent cette émission, que ce soit Marc Pili, Steed, tant d'autres personnes comme les Claudettes, Nathalie aussi de la chaîne Nati Clo-Clo, les enfants de Claude François, mon coco que j'aime infiniment bien sûr, et Jean-Marc, son petit frère. Mais que dire de toutes les autres personnes, la capitaine des Claudettes et tant d'autres personnes qui regardent cette émission, comme les japonais aussi, Kazusaki Taguchi, Junichi, Upiko. Il y a plein de gens au Japon qui ont l'œil attentif sur cette émission et la mort de Claude François intéresse beaucoup de monde. Pas que les Européens, mais aussi les personnes qui peuvent être d'origine arabe ou juive ou africain. On sait que Claude était très populaire en Afrique, chez les juifs et chez les arabes. Il a réussi à réunir un peu tout le monde. Le fait aussi qu'il était né en Égypte a beaucoup aidé dans ces pays proches de l'Afrique, bien sûr, faisant partie de l'Afrique, on peut le dire. Très proche de l'Afrique du Sud, l'Afrique du Nord aussi. On sait que tous ces pays-là adoraient Claude François et aimaient l'entendre, même s'il n'a pas été très bien accueilli une fois en Afrique. Nous avons su plus tard que les Africains parlent d'une façon sévère, parfois un peu méchante, mais en fait, ils disent des choses très gentilles. Alors attention, parce que dans ces pays-là, quand les Arabes parlent, par exemple, ils parlent avec des mots qui font un peu peur, ils parlent avec violence, mais c'est souvent très gentil ce qu'ils disent. Ainsi, nous voyons dans les prêches des imams, et les imams arabes, des fois on entend des prêches, on se dit oulala, qu'est-ce qu'il a dit? Et en fait, il a dit que des bonnes choses. Et le ton de la langue arabe peut faire un peu peur et donner une mauvaise interprétation, soyez très prudents. Alors merci à tous ceux qui nous suivent, africains, juifs, arabes et français, et puis aussi japonais, et même chinois. Nous vous aimons tous très fort, et aussi bonjour à la Russie, à l'Ukraine et à tous les pays qui nous regardent. Bonjour aux États-Unis d'Amérique comme à l'Iran. Nous devons réconcilier tout le monde, parce que de toute façon la guerre n'a pas de fin en ce monde, et n'a pas de solution autre que la diplomatie. Mais dans cette émission, ce n'est pas une émission politique, c'est la mort de Claude François. Je vous ai réservé une surprise, une bonne, hein, je vous rassure. Steed, notre ami qui nous contacte souvent, a découvert cette série d'émissions. D'ailleurs, ça lui a plu, j'étais content, il m'a fait une lettre que je ne publie pas, mais dont il a dit, c'est vrai que cette série d'émissions humoristiques où j'ai présenté la mort de Claude François avec une pointe d'humour, eh bien j'avais un peu peur que ça passe pas, que les gens ne comprennent pas ce sens de l'humour noir, hein, parce que c'est de l'humour noir. Vous avez vu 3 bandes annonces, la vraie salle de bain de Claude François le jour de sa mort entièrement reconstituée. Bon, parfois on a voulu faire un peu plus d'humour que ça, on a mis une porte d'un côté puis on l'a mis de l'autre, parfois on a mis la porte derrière la salle de bain, ce qui est impossible bien sûr, parce que la salle de bain n'était pas faite comme ça, donc on a ajouté des portes partout pour vous faire rire, parce que le but était de vous faire rire. Je précise que ces vidéos que vous avez vues étaient tournées avec des vrais acteurs canadiens, qui au Canada participent à ce qu'on appelle l'IA, l'avancée IA, et donc proposent leurs services par cet intermédiaire pour quelques euros seulement, 2 euros seulement, et moi je n'ai rien payé du tout pour les 30 vidéos où ils ont participé de bon cœur à la reconstitution de la mort de Claude François, dont dans ces vidéos humoristiques j'ai intégralement écrit le scénario, ce scénario qui est basé sur ces émissions que vous regardez. Attention, un scénario sur sa vraie mort. Et je vous ai réservé un petit inédit. Ah, je voulais le mettre et puis je me suis dit, non, finalement, on va se garder quand même un inédit qui est réservé pour cette émission seulement. Alors vous savez, vous allez voir cet inédit, puis on va commencer cette émission sur la mort de Claude, qui est un peu plus courte que d'habitude, puisque le thème est assez court en lui-même. C'est justement l'attachée de presse Marie-Thérèse travaillait
travaillait-elle seule? C'est la question. Et vous allez voir que je vais répondre à cette question parce que beaucoup de gens ignorent la vraie vie de Claude François. Vous ignorez de quelle manière il vivait, de quelle manière il fonctionnait, comment il s'organisait. C'est la raison pour laquelle, quand Geneviève Leroy est partie ce jour-là, abandonnant, on va le dire, abandonnant Marie-Thérèse parce qu'elle pouvait rester dans l'appartement, l'aider. Euh, je pense que Geneviève Leroy devant la police aurait été beaucoup plus impeccable. Mais le problème de Geneviève Leroy, elle ne pouvait pas rester ce jour-là devant la police puisque on aurait forcément dans la presse rattaché son nom, si vous voulez, pour que les gens comprennent, à toutes les affaires de mineurs. Claude avait plein d'affaires de mineurs qui n'étaient pas très graves en elles-mêmes, mais il avait mis à poil des mineurs de 13-14 ans dont il avait fait des photographies pour le journal Absolu. Quand c'était Brigitte Bardot qui était toute nue, bon, encore ça passait, mais quand c'est des gens qu'on ne connaît pas, qui sont mineurs, Geneviève Leroy a donc été convoquée plusieurs fois, et pas qu'une fois. Parce que dans les informations actuelles, on nous explique que Geneviève avait été convoquée une seule fois au ministère. C'est absolument faux, ça s'est pas passé comme ça. Et justement, c'est pour ça que cette série d'émissions rectifie et recadre tout le monde. En réalité, le 11 mars 1978, Geneviève Leroy ne peut pas rester dans cet appartement où Claude François est mort, et nous savons par son emploi du temps, le timing, sa déclaration, que ce soit Pierre Lescure ou la sienne, nous savons que forcément, quelques minutes avant, elle a vu Claude, et que il était forcément mort, hein, puisque ça faisait déjà 1 heure que Claude était, je m'excuse si la caméra clignote, ça faisait déjà 1 heure, si Claude allait mal, au point quand même de ne plus pouvoir bouger ni une jambe ni un bras. Mais quand Geneviève se trouve dans l'appartement, c'est insupportable pour elle, qui est la grande attachée de presse officielle, de se retrouver encore dans une affaire de flic. C'est qu'elle en avait assez des convocations au ministère, des convocations à la brigade des mineurs, ça a été caché. On vous parle de plusieurs convocations, pas d'une seule, et Geneviève a jamais voulu parler publiquement de toutes ces convocations à la brigade des mineurs. Elle n'a jamais voulu en parler. Toute l'information sur Claude François, que ce soit sa mort comme le reste, a été verrouillée. Verrouillée par un système infernal qui consistait à cacher aux gens la vérité le plus possible, mais même une simple vérité qui pourtant était parfaitement avouable. Quelques mineurs mis toutes nues pour quelques clichés photos. Alors on suspectait Claude d'avoir un peu plus que une amitié photographique, bien sûr, mais on sait que Claude François n'était pas le pire des monstres non plus. Il était quand même assez mignon, assez beau garçon. Je me trouve d'ailleurs pas trop moche non plus à mon âge. Et c'est vrai qu'avec ce genre de visage qu'on peut avoir, si on veut une fille, on peut l'avoir très rapidement. Bien que contrairement à ce que vous pensez, je suis un garçon très sérieux. Et je vais vous dire, je vis dans une très belle maison. Mais pour rien au monde, je ferais venir quelqu'un dans ma maison. Donc j'ai pas d'aventure sexuelle, de choses dans ma maison. Non, je vis plutôt d'une façon chaste, on doit le dire, un peu comme les prêtres pourraient vivre. Je pense qu'on doit se donner à une fille exceptionnelle. Mais je veux dire que c'est pas l'idéal de coucher avec tout le monde. Il y a beaucoup de maladies. Aujourd'hui, il y a la syphilis, il y a le sida, il y a quand même de terrifiantes maladies qui vous mettent sur un lit de mort à 30 kilos tout de même, pensez-y. Alors ne vous jetez pas dans les bras de la première fille, prenez votre temps, étudiez, regardez celle qui vous convient et qui va surtout devenir un amour durable. Parce que de nos jours, ce qui n'existe plus, c'est l'amour durable, que pourtant Claude François a recherché cet amour durable, à travers Jeannette Edith Wilcott, une juive, à travers même une fille arabe qu'il avait rencontrée, dont ça n'a pas marché, et puis d'autres filles. D'ailleurs, je dis à Nathalie Cloclo, c'est-à-dire Nathalie, si vous pouvez, et ça me ferait plaisir, faire une petite vidéo. Alors Nathalie, qui a sa chaîne Nati Cloclo, qui interviewe les Claudettes et mon Coco et Jean-Marc. Si vous pouvez, Nathalie, faire une petite vidéo où on parle un peu d'une Claudette qui a complètement disparu de l'histoire. C'est une Claudette arabe. Eh oui, Claude avait une Claudette arabe et personne n'en parlait. Quand on sait aujourd'hui que la culture arabe fait partie, c'est vrai, du privilège français, de la multiculture, ça serait bien d'en parler quand même un peu. Voilà, de trouver une solution, quelques photos inédites avec Claude et de nous raconter un peu son histoire. Je ne voudrais pas moi-même
devoir toujours raconter l'histoire des Claudettes quand quelqu'un le fait mieux que moi. Je parle de Nathy Cloclo. Interview Claudette, visitez sa chaîne, je lui fais un peu de pub. Marie-Thérèse est une très très belle personne, très gentille, charismatique. Ses émissions n'ont pas d'objectif de lui faire du mal. J'ai jamais voulu la traîner en justice, la poursuivre. Pourtant, ça serait facile. Il me suffit de me porter partie civile, d'expliquer que le 11 mars 1978, je me trouvais avec Claude François dans son appartement et que elle ne s'y trouvait pas. C'est tout, c'est aussi simple que ça pour que l'affaire soit complètement relancée d'un jour nouveau, parce que c'est bien la réalité des faits. Claude était seul à son appartement un long moment en réalité, et ça a été énormément caché. D'ailleurs, Thérèse le dit. Cette nuit-là, elle a quitté cet appartement, elle est entrée où elle habitait en face du 122 boulevard Exelmans, elle est entrée chez elle. On ne sait pas si elle a rejoint Alain-Dominique Perrin, s'ils étaient déjà plus ou moins amants. Tout ça, on ne le sait pas. Claude avait fait signer à ses Claudettes, comme certaines personnes, un contrat d'exclusivité. Elle n'avait pas le droit d'avoir de petite amie, si elle n'en avait pas du moins. Et hormis Geneviève Leroy, qui était avec Charles Villeneuve, et qui, bon, lui, il a accepté parce que c'était une femme déjà un peu mûre, et qu'il avait besoin d'une fille mûre en tant que véritable attachée de presse. Mais le problème de Marie-Thérèse, c'est pas une fille mûre comme Claude utilisait. J'aime pas ce mot utiliser parce que la Claudette d'Annie Borg me disait que Claude utilisait les gens, mais il ne les utilisait pas. Il les faisait travailler pour son empire. Donc il y avait une forme d'utilisation, mais quand même qui était parfois rémunérée, mais pas toujours. Si vous voulez, Geneviève Leroy, pour comprendre la situation, c'était sa véritable attachée de presse, au sens professionnel. On parle de professionnel. Aller au ministère, aller à la brigade des mineurs, là on est dans de la vraie attachée de presse. Mais Marie-Thérèse, elle a fait quoi, Marie-Thérèse? Elle a été au ministre, se plaindre, protéger Claude François, elle a été dans les brigades des mineurs, soutenir Claude François. Comment se retrouve-t-elle dans sa mort? Ça n'a aucun sens. Et vous allez comprendre pourquoi. Et je vous réserve à la fin de cette émission un inédit sur les petites vidéos humoristiques que j'ai publiées il y a quelques heures, un inédit spécialement pour vous, qui parle de Marie-Thérèse et de Kathleen. On verra même Kathleen, c'est-à-dire une comédienne canadienne, se réfugier à l'intérieur de la baignoire devant le policier, ne voulant pas donner la version de la mort de Claude François, puisque ce jour-là, elle n'a pas donné sa version. Et donc cette scène humoristique va montrer avec beaucoup d'humour, parce que un Templier m'avait dit, présente toujours les choses avec de l'humour, te prends pas trop au sérieux, parce que plus on a de l'humour, et ben mieux ça passe la vérité. La vérité passe mieux quand les gens ressentent finalement une vérité un peu subjective. On vous dit les choses, mais on veut faire de mal à personne. Et c'est mon but dans cette émission, ne faire de mal à personne, même pas aux enfants de Claude François. Et ces petites vidéos humoristiques qui ont dû choquer beaucoup de gens, où on voit la vraie salle de bain de Claude François, reconstituée vraiment au détail près, hein, au détail près, même au shampoing près, à la brosse près. Et on voit ces filles capables de prendre et oui, la douche, c'est-à-dire la douchette, capable de la tenir dans la main, se parlant dans la salle de bain, et tout ce qu'elles disent, c'est si vrai. Parce que ça s'est passé, peut-être pas aussi sévèrement, mais ça s'est passé comme ça. Et ça, je peux en être absolument témoin. Marie-Thérèse est une belle personne. Le 11 mars 1978, elle voit donc quitter de l'appartement Geneviève Leroy. D'ailleurs, elle rencontre ce jour-là Geneviève Leroy. On ne sait pas la nature de leur conversation, qui a jamais été divulguée ni par Geneviève ni par Marie-Thérèse. On peut faire une petite reconstitution quand même, qui est que pas une fois de plus. Pas une fois de plus, je ne me retrouverai pas une fois de plus devant la police à devoir expliquer toujours la vie privée de Claude François, comme elle l'a fait si bien 2 fois, mais 2 fois officiellement, sans compter toutes les autres fois non officielles. Dans les 2 fois officielles, on parle de 2 visites ministérielles, on ne parle pas de toutes les visites qui ont été beaucoup plus importantes auprès de la brigade des mineurs. Pourtant, Claude avait une fan âgée de 15 ans qui travaillait au courrier des fans, donc qui ouvrait son courrier, qui répondait pour lui, et elle avait un commissaire de police qui travaillait en face
de l'appartement de Claude François. Elle était donc facile puisque cette fille pouvait manipuler la police, de même mettre en scène la mort de Claude François. S'il avait voulu mettre en scène sa mort, ça prenait 5 minutes. Un coup de téléphone, bah écoute, j'ai un problème, je dois 1 milliard aux impôts, je me retire, ton père il peut me rendre un petit service. Bah c'est vrai, tu travailles au courrier des fans, j'avais oublié que ton père est quand même un commissaire de police, et puis comme il travaille juste en face de chez moi, j'ai besoin de quelques policiers, une petite mise en scène. Je me retire quelque temps, quelques années. La gloire pour moi, j'en ai un peu par-dessus la tête, j'ai besoin de vivre un peu quand même, de prendre des vacances, de bouger, de respirer, surtout de ne pas avoir cette pression que les gens m'arrachent la veste dans la rue. Tu peux prévenir ton père que c'est aujourd'hui que je mets ma mort en scène. Ou bien la jeune fille aurait dit, bah écoute Claude, on en a déjà parlé bien sûr. Je préviens papa, on organise ça, on va t'envoyer quelques policiers, on va t'envoyer un faux pompier, et puis c'est le faux pompier qui va annoncer ta mort. Il n'y a personne qui ira vérifier si ton cœur bat ou pas à ce moment-là. Parce que dans cette série d'émissions, on parle parfois que Claude François n'est absolument pas mort. D'ailleurs, j'en ai discuté avec la capitaine des Claudettes, on en a discuté ensemble, on a même bu un verre ensemble dans ce restaurant, on s'est vu plusieurs fois, on a plusieurs fois discuté, je dirais plus d'1 heure à chaque fois de tout cela. Bien sûr, j'ai pas parlé autant que je parle devant vous parce que on s'était surtout vu moi et Dany pour boire un verre, pour discuter. C'était aussi la joie de la retrouver après tant d'années où c'est vrai qu'elle n'avait pas vieilli. J'étais étonné et je lui ai dit tu n'as pas vieilli. Maintenant, parlons un peu de Marie-Thérèse. Marie-Thérèse, le 11 mars, était, on va dire un mot un peu vulgaire, dans la merde. C'était une histoire pas évidente pour une jeune fille qui débute sa vie, qui avait tout un avenir avec Claude François en tant qu'attachée de presse et qui devait se consacrer une partie de sa jeunesse pour lui. Bien sûr, on savait que dans les coulisses, il y avait un petit flirt qui s'était fait entre Alain-Dominique Perrin et elle. Bon, on ne dira pas qu'ils en étaient quand même au stade de coucher ensemble, mais ils se voyaient. Ils étaient déjà très intimes. Claude n'est pas quelqu'un de jaloux. C'est quelqu'un qui, au contraire, laisse une femme libre si elle est vraiment amoureuse d'une personne. Claude s'est jamais opposé à des Claudettes qui pouvaient être amoureuses de quelqu'un. Ainsi, nous savons que Julie vivait avec quelqu'un, elle était amoureuse de quelqu'un. On sait que Dany, bah, elle avait un petit copain de temps en temps quand même. Même si Claude va la loger dans l'appartement de Sophia, elle avait quand même quelqu'un, Dany, on le sait. Il le savait, il était intelligent. Mais bon, il n'en a pas fait, si vous voulez, sa maîtresse, c'était pas son objectif. Donc il le savait. Le 11 mars 1978, on est un petit peu gêné dans la mort de Claude François. Je parle des gens qui le connaissent vraiment. Si vous connaissez Claude en profondeur, mais toute sa vie, son intimité, surtout si vous connaissez son agenda complet, aussi bien que Fabien Lecoeuf pourrait le dire, on va être un petit peu étonné que Marie-Thérèse se retrouve toute seule avec Claude. Il y avait donc Kathleen ce jour-là selon elle. Selon elle, je répète, il y avait Kathleen ce jour-là dans l'appartement selon sa version. On n'a qu'un témoin de cette version, c'est elle. Plusieurs années plus tard, Gérard, qui était un intime de Claude François, qui était un peu tout chauffeur et homme de confidence, expliquera qu'il avait vu les 2 femmes sur la terrasse. On doit rester très prudent. Très prudent, même si on sait qu'il y avait un homme ce jour-là, et qu'on est alors étonné que les 2 femmes, comme je le disais dans d'autres émissions, aient traîné seules un corps, alors qu'un homme était sur place et elle n'avait pas besoin de traîner ce corps toute seule. Ce qui prouve en tous les cas que cet homme, au moment où le corps de Claude François a été traîné, n'était pas encore arrivé à son domicile. Ce qui explique mieux qu'elles aient traîné le corps de Claude. Mais qu'est-ce qui ne va pas dans la version de Thérèse? Qu'est-ce qui ne va pas? Tout d'abord, ce qui ne va pas, c'est que quand on connaît vraiment la vraie vie de Claude, eh bien écoutez, ça ne peut pas passer cette histoire. Qu'elle est toute seule avec Claude, elle serait là, elle serait toute seule. Où est Geneviève Leroy? Première question. Elle devrait être là. Surtout que Geneviève est l'attachée professionnelle. Mais à la limite, si Geneviève n'est pas là, ça peut arriver.
parfois qu'elle ait un peu son week-end. D'ailleurs, Geneviève dira dans la collection officielle quelque chose qui est révélateur sur la mort de Claude François. Et cette émission est dédiée aux 2 enfants de Claude, que j'aime infiniment. Qu'est-ce qu'elle dit dans la collection officielle, puisqu'elle a donné une longue interview? Elle a dit que le jour de la mort de Claude François, et écoutez bien, finalement le seul jour, c'est vrai, où elle prenait pas son week-end à la campagne. Et oui, d'habitude elle part à la campagne le samedi et dimanche. Elle fait des choses, elle bouge, elle travaille pas avec Claude François le samedi et dimanche. Alors elle explique comment ce jour-là elle a travaillé avec lui. Parce que c'est intéressant, elle travaille jamais le samedi avec Claude et donc elle ne pourrait pas le voir le samedi. Qu'est-ce qu'elle dit dans la collection officielle? Eh bien, comme il avait une émission de Michel Drucker, ce jour-là, exceptionnellement, elle s'explique, donc elle est venue. Eh oui, comme il avait une émission qui n'était pas prévue, un samedi, ce qui est quand même très rare, eh bien, ce jour-là, elle est venue. Eh oui, elle est venue. Elle explique, elle a travaillé ce jour-là. Et puis c'est le seul samedi où Geneviève Leroy a travaillé. Si on regarde tout l'agenda de Geneviève, le seul jour où elle a travaillé, c'est le jour de la mort de Claude François, parce que tous ces samedis et dimanches, elle n'a jamais travaillé avec lui. Elle était très, très stricte, elle voulait ses samedis et dimanches. Alors on est un petit peu étonné, surpris, c'est même un peu coquet de parler de cela, hein, un peu de coquetterie fera du bien sur YouTube. Que fait Geneviève Leroy le 11 mars 1978 dans son appartement quand c'est le seul jour, un samedi où elle travaille, et c'est un peu ennuyeux, c'est un jour quand même où Claude est mort. Si seulement voilà, elle avait travaillé un week-end ou deux, quelques semaines avant, quelques mois, si seulement on en trouvait même un où elle travaille le samedi, on serait un peu rassuré. Mais alors quelle belle histoire elle nous raconte dans la collection officielle quand elle explique, et oui, il avait une émission, c'était pas trop prévu, hein, on doit le dire aujourd'hui. Il y avait une émission avec Michel Drucker, etc. C'est pour ça que samedi, elle a travaillé. C'est le seul jour d'ailleurs où elle a travaillé un samedi, on doit le dire, hein, avec un peu d'humour. Ah oui, 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 c'est le seul jour où Geneviève a travaillé un samedi. On est un peu ennuyé que ce jour-là, Claude est mort. Hein, voilà, on va pas faire un peu d'humour, on va pas le faire comme les Canadiens qui font l'humour beaucoup mieux que moi, mais on est quand même un petit peu gêné que le seul jour où elle bosse un samedi, il est mort. La police s'est jamais posé aucune question. Remarquez, je ne vais pas critiquer la police, j'aime bien les policiers, mais on représente les policiers sous forme de poulet. Alors un poulet a 2 particularités. Un, il court très vite, et surtout 2, il a une toute petite tête, le poulet. Voilà. C'est vraiment, les poulets, ils ont une petite tête. Je parle des vrais poulets. Et c'est pas rare qu'ils finissent à l'abattoir, qu'on leur coupe la tête au final. Et c'est pas rare qu'un pauvre policier trouve la mort dans ses fonctions, tué par la mafia. Mais en tous les cas, quand la police est sur place, le 11 mars 1978, c'était, si vous voulez, une occasion de dire à Geneviève Leroy si elle avait été là. Oui, mais il y a quand même un petit problème. Vous faites quoi ici un samedi dans l'appartement de Claude? Vous travaillez pour lui le samedi, mais l'enquête a révélé de Valéry Giscard d'Estaing que vous ne travaillez pas le samedi. Vous faites quoi ici? Geneviève elle aurait pu répondre, c'est justement parce que je travaille pas le samedi, que j'ai rien à faire ici, que je me suis cassé de l'histoire. Voilà ce qu'elle aurait pu répondre. Et oui, c'est parce que justement elle ne travaille pas un samedi qu'elle n'a rien à faire dans son appartement. Mais elle aurait pu alors lui rendre visite. Une visite amicale. C'est pas impossible. Mais ça n'expliquerait pas pourquoi donc elle serait venue le jour de sa mort un samedi. On n'a jamais vu Geneviève Leroy traîner un samedi chez Claude François. C'est un jour particulier. Geneviève et Charles Villeneuve, ils aiment bien un peu leur week-end tranquille. Visiblement, le week-end a été tourmenté. Quant au bureau du 122 boulevard Exelmans, et c'est eux qui téléphonent à beaucoup de gens. Le jour de la mort de Claude François, ce qui a été caché, c'est que dans les bureaux, dans ces bureaux du 122 où Claude travaille, le téléphone sonne. Ah, vous allez dire, il sonne dans les bureaux. Non, non, il sonne dans la direction des gens qui sont appelés. Beaucoup de gens sont appelés à leur domicile. On a un problème, Claude François est mort, on a besoin de quelqu'un là. On est un peu gêné.
vous pouvez venir nous aider parce que là on va pas y arriver tout seul. Il y a plusieurs filles qui sont parties du 122 et qui sont entrées dans l'appartement de Claude. Ils utilisaient une porte dérobée qui était secrète, connue par Sylvie Mathurin et par moi, c'est pour ça que j'en parle. Et beaucoup de filles du bureau de 122 se sont retrouvées dans cet appartement et j'en témoigne, c'est vrai qu'elles étaient là. Et c'est vrai que le témoignage de Marie-Thérèse dans la collection officielle est vrai. Quand elle dit à Alain-Dominique Perrin au téléphone, je ne peux plus gérer la mort de Claude, il y a des gens qui rentrent, il y en a que je connais, d'autres que je ne connais pas, vite, viens m'aider. Et c'est le problème. Le problème, il est là, c'est quand il éclate que Claude François est mort, cela éclate, mais avant l'arrivée du pompier. Ça éclate avant. Le téléphone n'a pas arrêté de sonner dans les directions où les gens étaient appelés, hommes et femmes, et les filles affolées, paniquées au 122, disaient vite, vite, on a besoin d'aide, on ne sait pas ce qui se passe, Claude serait mort, on n'a pas encore toutes les informations. Certains disent qu'il a glissé dans son bain, d'autres qu'il se serait électrocuté, mais au départ, elle ne parle pas immédiatement d'électrocution. Dans les 20 premières minutes des appels, il n'y a pas d'électrocution du tout. C'est après, quand la version officielle est annoncée, qu'on dit que Claude est mort d'électrocution, qu'au 122, elles changent également leur version et parlent d'une électrocution de Claude. Parce qu'au départ, quand elles téléphonent, et ça a été caché, elles appellent beaucoup de gens. On ne peut pas être sûr que Gérard n'a pas été appelé par ce bureau-là, ou même Marie-Thérèse qui habite en face. Pour eux, il suffisait de traverser une rue, cogner à la porte de Marie-Thérèse et dire « Bon, on a une mauvaise nouvelle, vous allez travailler le samedi. Claude est il est avec Geneviève Leroy, il est mort. » On ne sait pas ce qui s'est passé et elle ne veut pas assumer une fois de plus une déclaration devant la police. Marie-Thérèse, venez, on est vraiment KO, on ne sait plus comment faire, on ne sait pas comment annoncer sa mort, on ne sait pas quoi dire, de quelle mort il est. Il est mort car c'est un peu flou et même nous on n'a pas toutes les informations. Le 122 n'avait pas toutes les informations parce que quand ils apprennent la mort de Claude, ils se trouvent alors dans leur bureau. C'est une heure d'ailleurs où le samedi tout le monde doit partir. Certaines personnes traînent un peu dans les bureaux parce qu'elles avaient du retard. Claude demandait des fois des sommes de travail qui étaient colossaux, et donc dans ces sommes de travail, parfois les filles étaient un peu piégées en samedi après-midi. Ainsi, quelques filles vont se rendre du 122 boulevard Exelmans, c'est-à-dire ses bureaux, et vont entrer par une porte dérobée dans son appartement. Et ça, Marie-Thérèse est témoin que je dis la vérité. Parce que je vous dis la vérité, je vous raconte aucun mensonge. Ça s'est réellement passé comme tout ce que je vous explique dans ces vidéos. Et j'ai des témoins. J'ai Geneviève Leroy, j'ai Marie-Thérèse. Si Gérard était là, mais nous ne savons pas exactement dans le laps de temps défini, parce qu'il n'a pas lui-même défini son laps de temps. Mais il y avait d'autres personnes aussi, Alain-Dominique Perrin et tant d'autres. Le problème, on sait que la mort de Claude a été gérée. Pourquoi? Parce que quand Marie-Thérèse prend son téléphone, enfin, elle prend le téléphone où elle répond à Alain-Dominique Perrin, elle explique vite, je veux plus gérer la mort de Claude, c'est pas possible. Des gens entrent, on sait pas qui c'est et tout. Je comprends pas c'est qui ces gens et tout. Viens m'aider. Moi j'ai annoncé aux radios, à plein de radios, j'ai annoncé que Claude n'était pas mort. Je sais plus quoi faire. Viens m'aider, Alain. Il faut que tu dois venir. On dit pas il faut, tu dois venir. Parce que il faut se traduit toujours mal sur YouTube et Google. Tu dois venir. Tu dois venir, tu dois m'aider, tu dois gérer la mort de Claude, je peux plus. Je suis toute seule, aide-moi. Elle était seule. Et c'est ça qui n'a pas été bien clair dans l'histoire. Elle était beaucoup plus seule qu'on pense. Parce que c'est elle qui parce que c'est elle qui passe son temps au téléphone. Et c'est pas Kathleen. Et surtout, dans l'histoire de Kathleen, à aucun moment elle a répondu au téléphone. À aucun moment. Et c'est ça qui est choquant. La sœur de Claude François téléphone, c'est Claude François qui décroche. Sa mère téléphone, c'est Claude François qui décroche. Les amis de Claude téléphonent, les rendez-vous du dimanche, Michel Drucker et d'autres personnes, c'est encore lui qui décroche. À aucun moment, si vous voulez, le témoin principal de sa mort, que j'ai déclaré comme une potiche faisant partie d'un décor, mais je vous rassure, j'aime beaucoup Kathleen. Et je ne la critique pas. On sait que c'est une gentille américaine, très belle, charismatique, qui a voulu protéger la mort de Claude et qui, pour quelques billets, on sait qu'elle se faisait payer ses photos, a accepté de jouer un rôle assez difficile. La future femme de Claude François, pas évident de jouer un tel rôle quand Claude explique à Jacques Harvey 3 jours avant sa mort qu'il ne se passe plus rien avec elle.
pas évident de jouer un tel rôle. Mais si son rôle, elle l'a joué devant la police très mal, puisqu'elle n'a même pas pu dire devant la police qu'elle était témoin de sa mort. Je veux dire qu'elle a perdu complètement tous ses moyens. Quand la police arrive, elle perd tous ses moyens. C'est pour ça que je vais vous proposer tout à l'heure une petite vidéo humoristique à la fin de cette émission où Kathleen, elle se trouve dans son bain. C'est une version humoristique. Elle ne peut même pas parler devant la police. Et dans cette vidéo humoristique, on verra Marie-Thérèse, donc une personne canadienne qui joue son rôle, expliquant qu'elle effectue tous les témoignages de la mort de Claude parce que ça s'est passé comme ça. Il n'y a qu'une personne qui a fait tous les témoignages, c'est Marie-Thérèse. Mais alors à quoi sert Kathleen si elle n'a pas effectué le témoignage? Elle a simplement signé la déposition de Marie-Thérèse qui a tout traduit en français. Donc juridiquement, ça vaut rien du tout, on doit le dire. Ça vaut rien du tout, et dans un tribunal, il n'y a en réalité qu'un seul témoin de sa mort, c'est Marie-Thérèse. Elle est le seul témoin, on peut le prouver, devant n'importe quel système d'avocat. Et oui, on ne peut pas dire qu'une personne est témoin si finalement elle ne parle pas à la police et que et vous allez voir cette vidéo humoristique que j'ai réservée spécialement pour cette émission et qui ne figure pas dans la bande-annonce. J'ai voulu la réserver pour cette émission. Vous allez voir que elle est pas mal cette vidéo et elle conclura donc cette série, pas cette série complète d'émissions, mais cet épisode. Qu'est-ce qui va pas? Alors revenons. Ce qui va pas, c'est que Alain-Dominique Perrin, à un moment donné, arrive à se glisser dans l'appartement. Et là, vous voyez, il y a quelque chose qui ne va pas dans le scénario. Parce que Danny Borg, que moi j'appelle Sylvia Borg, c'est-à-dire les Claudettes, pas Carole Prisca, Carole Plumel, pardon. Non, je parle de Prisca, pardon, et de Danny Borg. Parce que c'est vrai que je n'ai pas vu Carole Plumel le 11 mars 1978, je ne l'ai pas vue. J'ai pas vu cette fille. Elle était où, Carole? Moi, je ne l'ai pas vue. Mais elle était peut-être quelque part, je ne l'ai pas vue. Je vous dis franchement, j'ai pas vu Carole. Je sais qu'elle est venue à l'église d'Auteuil le 15, elle était là. D'ailleurs bien habillée avec une belle veste et tout. Ça, je sais qu'elle était là. Mais je ne l'ai pas vue dans l'appartement ce jour-là. Elle était où, Carole Plumel? Elle était dans l'appartement avec Claude ce jour-là. Moi, je ne l'ai pas vue. Donc, je vous témoigne que je n'ai pas vu cette Claudette présente dans son appartement. Mais ce qui est très intéressant, c'est que Alain-Dominique Perrin se glisse dans cet appartement. Qu'est-ce qui ne va pas, vous me direz? Ce qui ne va pas, c'est que, bon, c'est vrai, il est le gérant des affaires de Claude-François, bon, il est surtout le gérant financier. Hein. Il se retrouve quand même un petit peu dans une sale histoire. Excusez-moi, j'avalais de travers. Il se retrouve un petit peu tout de même dans une sale histoire où Marie-Thérèse, sa future femme, lui dit, bah voilà, moi je gère plus rien. La gérance s'est arrêtée sur sa déclaration en radio que Claude-François n'était pas mort. Maintenant, le plus gros est à faire. C'est Alain-Dominique Perrin qui doit annoncer qu'il est mort. C'est pas évident comme histoire de faire un démenti du démenti. Mais qu'est-ce qui va pas? Vous allez me dire, il se glisse dans l'appartement, on ne comprend pas. Donne-nous plus de détails. Eh bien, quand Alain-Dominique Perrin arrive, la police n'est pas là. C'est bien le problème, c'est qu'il est arrivé avant les flics. Il est arrivé avant la police, c'est un petit problème quand même dans la mort de Claude. Pourquoi? Parce que c'est Marie-Thérèse qui demande au téléphone de gérer sa mort, et le fait qu'il arrive avant la police pose problème. Si seulement il est arrivé après, eh bien il n'aurait peut-être même pas eu le droit d'entrer dans cet appartement, puisque la police a interdit à tout le monde d'entrer dans cet appartement. C'est pour ça qu'au 122, il passait par une porte dérobée bien connue de l'entourage de Claude-François, de moi et des Claudettes, et de certaines personnes seulement, comme Sylvie Mathurin, et sa sœur, Josette, et ses enfants, bien sûr. Bon bref, passons les détails, je ne vais pas vous faire tout le catalogue. Mais quoi qu'il en soit, on doit dire que le vrai problème est qu'un homme aussi important et puissant qu'Alain-Dominique, qui gère tout, se retrouve là avant la police, sur une demande de Marie-Thérèse. Donc quand il arrive, alors tout peut avoir été géré d'une façon inimaginable à votre conscience. Je parle de quelque chose de géré qui vous serait même totalement inconnu à votre conscience. Oui, parce qu'il est facile de gérer la mort de Claude-François quand on a quelqu'un qui est mort d'une mort, puis on en déclare une autre, et puis finalement on n'a pas de police pour contredire. Aucun policier est venu dire à Alain-Dominique Perrin « Stop, vous arrivez avant nous, nous on est la police, notre devoir est de faire l'enquête avant vous. Vous faites quoi?
Vous êtes là pourquoi? Vous voulez gérer la mort de Claude François? Ok, vous allez attendre votre tour comme tout le monde. Je répète, vous allez attendre votre tour comme tout le monde pour avoir le droit d'entrer dans cet appartement. Mais ce droit, il l'a eu de Marie-Thérèse, c'est elle qui lui a ouvert la porte. Et j'en suis témoin. Et c'est bien le problème qu'elle y ait ouvert la porte avant l'arrivée de la police, parce qu'il a alors géré la mort de Claude François d'une toute autre manière. On est parti sur un autre scénario que la mort originale de Claude François, qui est divulgué dans cette série de 200 épisodes. Surtout, je vous conseille d'aller au bout. Ça serait dommage pour vous de rater le meilleur, car tout n'est pas encore dit. La bagarre dans l'appartement, pas tout à fait clarifiée, l'assassinat qui peut avoir eu lieu par le gang de la banlieue du Sud qui se trouvait à 800 mètres de chez lui, des armes professionnelles à la main, et dont Michel Pleiber était à leur traque quand même. Non, mais Michel Pleiber, il n'a pas précisé qu'il était dans une traque contre le gang de la banlieue du Sud sur un hold-up et qui sortait de cette traque mystérieusement pour être par hasard dans l'appartement d'un mort, Claude François, qui avait été menacé 2 fois de mort par ce gang. Ah bah c'est à croire qu'il les a traqués, hein. Michel Pleiber, qui les a suivis en voiture, et qu'ils se sont réfugiés dans l'appartement de Claude et qu'ils l'ont tué. Et donc il n'était plus là par hasard. Il les suivait de l'hold-up qu'ils ont donné jusqu'à l'entrée par effraction dans son appartement. Passons les détails, car là aussi ça pourrait être une histoire passionnante à vous raconter. Mais restons dans les faits seulement. Alain-Dominique Perrin se retrouve donc à gérer la mort de Claude François un petit peu avant l'arrivée de la police. On sait que le pompier est resté très évasif sur la mort de Claude François. Si aujourd'hui on parlait à ce pompier, et si on lui disait, bon voilà, ce jour-là, Claude François n'est pas mort, c'est une mise en scène, est-il possible qu'il ait joué une mise en scène? Le pompier vous dirait, non, mais c'est vrai que l'électrocardiogramme ne marchait pas. Et qu'en principe, avec le massage que j'ai fait, il n'aurait pas dû mourir. Je répète, et en principe, avec le massage cardiaque que j'ai fait, il n'aurait pas dû mourir. Parce que le pompier va être un petit peu gêné dans la mort de Claude François. Ce qui le gêne, c'est que malgré tout, il est peut-être jeune, mais il a quand même une certaine expérience en tant que pompier. C'est pour ça quand même qu'il a été envoyé. Et il s'étonne, quelques heures après la mort de Claude, qu'il ne l'a pas sauvé. Presque il s'en veut. Mais il s'est posé la question, le massage cardiaque était de bonne qualité, quand même, une embolie pulmonaire soudaine, lui interprète que le sang qui sortait de la bouche de Claude François était une embolie pulmonaire selon lui, mais pas forcément, puisque Claude souffrait d'un ulcère mal guéri à l'estomac, qui pouvait se guérir un jour, et donc, si vous voulez, les impulsions cardiaques données par le pompier auraient pu fracturer le, si vous voulez, cette petite boule de chair qui est dans l'estomac, c'est affreux, les gens souffrent de ça, on souffre de ça très facilement en mangeant du pain vinaigré ou des choses comme ça. Et donc, ce sang pourrait être simplement lié à son ulcère et pas du tout lié à un problème pulmonaire. Lui, comme il ne connaissait pas l'état de santé de Claude ni son dossier médical, le pompier dira que puisque le sang sortait de la bouche, c'était donc une embolie pulmonaire. C'est pas forcément vrai que le diagnostic serait celui-là si on a en main le vrai dossier médical de Claude. Et connaissant son dossier médical, je peux vous dire qu'on n'est pas certain que Claude est mort d'une embolie pulmonaire. Non, le sang qui sort de la bouche ne prouve en rien que c'est une embolie, puisque Claude souffrait d'un ulcère et que une violente... et oui, parce que les pompiers sont violents quand ils massent le cœur, et aussi une chute à l'arrière dans la salle de bain et le fait que son corps a été transporté plusieurs fois. Je répète, le corps de Claude François a été transporté plusieurs fois, et ça vous ne le savez pas. Vous allez me dire, tu nous racontes des histoires. Marc Harriman, je vous le dis, et j'aime pas parler à la seconde personne, je ne vous raconte jamais d'histoire. Son corps a été transporté plusieurs fois, même le pompier atteste que quand il se trouve dans l'appartement, ils ont été à un moment donné un peu gênés dans la procédure d'intervention, ils ont dû déplacer le corps dans le salon de Claude François. Parce que pendant des années, pendant pratiquement 50 ans, on nous a dit que Claude a eu un massage cardiaque dans une salle de bain.
c'est faux. On nous a dit que le pompier a rencontré Claude dans la salle de bain, c'est faux. Nous savons que Marie-Thérèse avait porté avec Kathleen le corps sur le tapis. Pendant des années, on nous dira que dans la chambre, le pompier a alors effectué un massage cardiaque, c'est également faux. Le pompier révélera, mais on devra attendre de nombreuses années avant qu'il révèle la vérité, que quand les renforts sont arrivés, ils étaient 2 ou 3 personnes, je ne sais plus le nombre, et ils ont transporté le corps de Claude entre sa chambre et le salon. Et il a eu un massage cardiaque de 20 minutes dans son salon, c'est-à-dire du côté de la bibliothèque. Vous avez dû voir ces photos que j'ai publiées où Claude se trouve avec Kathleen devant la bibliothèque. C'est devant cette bibliothèque, juste un petit peu plus loin, où il y avait un tapis qui se trouvait devant les portes vitrées qui existaient à l'époque. Parce qu'il y a des gens qui m'ont dit les portes vitrées sont récentes dans l'appartement de Claude. Non, non, les portes vitrées ont toujours existé. Dès 1967-68, on trouve des photos de Claude devant les portes vitrées, notamment une très belle photo de Jacques Harvey qui publie Claude devant la porte vitrée. Non, ces photos existent, même de Jacques Harvey. Non, non, la baie vitrée existait. Donc, les pompiers, on va dire 2 ou 3, puisque les renforts étaient arrivés, mais tardivement, transportent le corps de Claude dans le salon. Il traverse le salon sans doute devant Marie-Thérèse, pas Kathleen qui était à la cuisine et enfermée dans la cuisine. Marie-Thérèse a dû voir, tu as dû voir, je te tutoie, quand les pompiers ont transporté le corps de Claude, tu dois t'en souvenir, ils sont passés devant toi à un moment donné, ils sont passés vers le salon, si tu te souviens, un pompier t'a adressé la parole, si tu te souviens. Il y a un témoin de cela, et pas n'importe qui, moi. Qu'est-ce qu'il t'a dit le pompier? Tu dois t'en souvenir. Bon, on transporte le corps de Claude, on va le mettre à un endroit, il n'est pas bien dans la chambre, etc. Il t'a parlé, il a dit quelque chose de précis. Je n'ai pas tous les mots en tête. Et puis, Claude est posé à un moment donné sur le tapis, devant la porte vitrée, cette porte vitrée qui mène au petit couloir et qui mène au premier étage, ce premier étage qui est sa terrasse. C'est devant cette porte vitrée que a lieu un long massage cardiaque de environ 20 minutes. Le pompier dira qu'au bout de 20 minutes, il a abandonné. On doit comprendre qu'en réalité, quand on dit qu'il a fait un massage cardiaque de 20 minutes, c'est pas tout à fait vrai. Il en a fait un de 20 minutes, le cœur est reparti, puis il a mis Claude sur une chaise. Ah, vous allez dire super, sur une chaise. Mais où? Eh bien dans le salon. Vous devez suivre l'histoire. Claude a été mis sur une chaise dans son salon. Parce qu'on a entendu une version, mais invraisemblable. C'est invraisemblable. On a entendu ça les premiers mois de la mort de Claude. Que Claude, son corps avait été transporté, on ne disait pas une chaise, il avait été posé sur quelque chose, dans sa salle de bain. Là encore, c'est une fausse information. C'est dans le salon que Claude, peut-être avec la lumière pas du soleil, puisqu'il n'y avait pas de soleil, mais c'était en pénombre. Il n'y avait pas de soleil ce jour-là, du moins au moment des faits. Il pouvait y avoir quelques petits rayons qui passaient, mais on savait que c'était une journée très grise, puisqu'on a toutes les photos, toutes les heures des journalistes, et on peut voir sur toutes les photos à toutes les heures qu'il n'y a pas un seul rayon de soleil sur le bâtiment du 46 boulevard Exémence. Il n'y en a pas un seul, et on a toutes les photos des journalistes à toutes les heures. Et donc on sait qu'il ne faisait pas si beau. Et que tout ce qu'on nous raconte de la belle journée ensoleillée, eh bien on aura du mal à y croire quand on ne trouve pas un seul rayon de soleil sur le bâtiment tout de même, à aucune heure de la journée. Et en plus, le temps va se gâter, puisque le 15, il faisait froid, et donc le temps s'est quand même bien gâté. On parle même de pluie. Mais à un moment donné, donc Claude est allongé sur ce tapis, le massage cardiaque a lieu, puis il est posé sur une chaise, et puis Claude va parler dans un langage un peu inconnu, puis il a du mal à respirer, le pompier n'a pas tout expliqué ce qui s'est passé, il fait signe qu'il n'arrive pas à bien respirer, le pompier a suivi une intervention qui a paru logique, c'est-à-dire qu'il ne comprenait pas comment il est mort d'une embolie pulmonaire. Le pompier ne comprenait pas. Parce que quand il le met sur une chaise, on doit comprendre toute la procédure. Pour lui, s'il le met sur une chaise, c'est que François est sauvé et qu'il n'y a plus rien à craindre. Mais là, se passe quelque chose de très étrange. Claude se plaint, il a des difficultés respiratoires, puis soudain, son corps bascule de la chaise, il tombe sur l'épaule. C'est peut-être d'ailleurs à ce moment-là qu'il s'est fait un hématome, et pas dans la salle de bain, puisqu'on ne peut pas savoir si l'hématome il se l'est fait quand il est tombé dans la salle de bain, ou s'il s'est fait l'hématome quand il est tombé de sa chaise.
Et donc le pompier s'est précipité sur lui, a écarté ses bras, l'a allongé sur le dos, lui a mis quelques claques sur le visage, il l'a appelé par son prénom. Claude, qu'est-ce qui se passe? Vous êtes là, vous m'entendez? Vous savez, c'est les gestes de secours immédiat et d'urgence. Et puis il est reparti sur son massage cardiaque parce qu'il y a quelque chose qui n'allait pas. Et finalement, 20 minutes plus tard, il abandonne. Il abandonne, et il y avait quand même 40 minutes de massage cardiaque. Pour lui, il n'a pas tenu compte qu'il a fait 2 massages de 20 minutes, puisqu'il y avait une minute où Claude avait repris connaissance. Donc pour lui, du moment que le cœur avait rebattu, on retravaillait la procédure. Alain-Dominique Perrin est arrivé avant la police. Et c'est là où on voit que la mort de Claude François est gérée tout à fait autrement. On a une version avant où Claude François n'est pas mort, il ne s'est même jamais électrocuté. Marie-Thérèse répond à une dizaine de radios, peut-être 15, et je peux vous dire, puisqu'elle en a parlé dans la collection officielle de Fabien Lecoeuvre et de Coco, qu'elle le dit qu'elle a fait des tas de démentis en radio. Elle ne savait pas quoi faire, selon elle. Mais enfin, la nature des démentis est extraordinaire. Quand on a vu que c'est réapparu, ces démentis, sur YouTube, quand on voit la nature de ce qu'elle dit, c'est extraordinaire. Ah mais non, Claude est assis sur son bureau, il écrit une lettre, il va très bien, il n'est jamais entré dans son bain, il n'y a pas d'applique au-dessus du bain, dit-elle. Et c'est ça finalement qui est intéressant, c'est pas le fait qu'il est mort ou pas, c'est le fait qu'il n'y a pas d'applique au-dessus du bain et qu'elle en témoigne dans ses démentis. Elle explique, au-dessus de la baignoire, il n'y a rien qui peut tuer Claude François. Et c'est ça qui est important. C'est ça qui est important parce que alors, on peut commencer à aller sur la piste que dans ce démenti qu'elle a fait, elle n'a pas complètement menti. Elle peut avoir dit des vérités. Elle peut avoir dit des vérités. Et celle-ci serait intéressante si justement c'est la vérité. Pour comprendre ce qui se passe, maintenant, on vient à la conclusion de cette émission et je vous invite à voir les prochaines et on se quittera avec un peu d'humour. Prenons pas les choses au sérieux. Pour comprendre ce qui se passe, je dois vous parler de Claude François en profondeur et pas juste d'une façon superficielle. Claude avait un système de travail qui est très très compliqué, qu'il avait élaboré, copié sur ses idoles comme Frank Sinatra, Sammy Davis Jr. et d'autres grands artistes. On sait qu'il aimait beaucoup Dean Martin et tant d'autres artistes. Donc il prenait modèle sur des stars américaines. Et il avait un modèle de travail qu'une personne ne peut pas travailler seule autour de lui. Ça, il l'interdit. Claude interdit qu'une personne bosse seule autour de lui. Il a toute une équipe, tout un management qui doit le suivre. Claude aime être entouré comme les superstars américaines. Impossible que ce jour-là, Marie-Thérèse, selon sa déclaration, devait, avec Claude, se déplacer donc au studio de télévision. Impossible, cette version ne peut pas être vraie. Tout simplement parce que Claude ne sort jamais avec une seule personne. Jamais. Son management est à l'américaine, il est très entouré. Vous allez me dire, mais ça tu nous mens, Marc Harriman. Tu dois nous donner des preuves de ce que tu dis. Eh bien justement, je vais vous montrer pour la première fois une photo que beaucoup de gens, pratiquement personne n'a vu, hormis quelques personnes autour de la vie de Claude, des gens qui le connaissent très très bien. On va voir une photo inédite de Thérèse. Je vous permets d'en profiter sur YouTube, alors profitez-en. Alors on va voir cette photo. Pour voir cette photo, bien sûr, je dois enlever donc la photo de Thérèse. Voilà, et on doit ouvrir celle-ci. Regardez bien donc sur votre écran, vous voyez Claude François dans sa voiture. Vous voyez la très belle et charismatique attachée de presse, qui n'est pas l'officielle, qui est Marie-Thérèse, puisque la vraie attachée de presse c'est Geneviève Leroy, qui était l'officielle et qui, elle, avait le droit de le représenter au ministère, ou avait, si vous voulez, les pleins pouvoirs, les fondés de pouvoir, parce que Claude avait signé un fondé de pouvoir, et elle pouvait le représenter, y compris devant la brigade des mineurs. On est étonné que Geneviève Leroy s'est présentée devant la brigade des mineurs, alors que c'est un avocat qui aurait dû le faire. Cherchons pas à comprendre, Claude préférait envoyer Geneviève. Ici, dans cette photo inédite que vous découvrez pour la première fois, on découvre l'attachée de presse Marie-Thérèse dans la voiture de Claude François.
et il était dans une Mercedes bleue, c'est très très peu connu. Il avait plusieurs véhicules, plusieurs voitures. Il aimait bien les voitures bleues. Donc si je ne me trompe pas, hein, bien que j'étais pas là quand la photo a été prise, c'est la Mercedes bleue. Mais je peux me tromper parce que Claude utilisait beaucoup de voitures bleues. Et comme c'est pas moi qui a pris la photo, prudence. Nous voyons que Claude, regardez bien, tient dans sa main des notes. Il tient des notes, parfois c'était des notes de service. On voit que, regardez bien, à côté, sur la droite, on voit une femme qui a les cheveux tirés en arrière, une blonde, qui n'est pas Kathleen. Une autre fille, Kathleen n'est pas là. Et on voit, excusez-moi, qu'elle semble inquiète sur la photo. Elle regarde les notes que Claude tient dans la main. Généralement, Claude tenait parfois des notes de service, mais aussi parfois les payes. Les payes des gens, ça pouvait être un document de pouvoir qui permettait au comptable de vous faire payer. Pour Marie-Thérèse, c'était pas évident sa vie avec Claude François. Elle n'a jamais voulu évoquer son salaire, combien elle gagnait, et si Claude la payait. On sait que depuis le mois de novembre, il ne payait plus ses musiciens. Payait-il encore Marie-Thérèse? Le fait est que l'on voit une femme étrange. Regardez bien cette femme qui est complètement à côté de Claude. On voit une fille que personne ne connaît. Nous savons que le jour de la mort de Claude François, une mystérieuse fille, et oui, elle a disparu. Elle a vu la vraie mort de Claude, elle a disparu. Elle explique que Claude s'est effondré, il a une grosse bosse sur la tête. Il y avait une fille dans son appartement, inconnue que la police n'a jamais vue. Comme nous voyons également, regardez bien la fille dans cette voiture, il y a effectivement une fille que vous ne connaissez pas qui est dans cette voiture avec Claude François et Marie-Thérèse. On serait intéressé, Marie-Thérèse, si tu me regardes, de savoir qui est cette fille. À moins que tu veux que je le dise à ta place. Ça serait pas bon que j'en parle à ta place. Mais ce que je veux dire par là, c'est que nous voyons que Claude était entouré. Il n'y a pas une attachée de presse autour de lui, ça n'a jamais existé. Ça, c'est de la fumisterie, c'est de la science-fiction. Ça, c'est des gens qui ne connaissent pas la vie de Claude, parce que Claude avait une vie très complète, très élaborée à l'américaine, très management, une vie où il était très entouré comme les stars, Elvis Presley, Frank Sinatra. Il ne pouvait pas se déplacer seul avec une attachée de presse. Ça risque pas d'être vrai. Et d'ailleurs, nous le voyons dans cette photo publique où Claude est surpris non pas avec Marie-Thérèse, mais aussi avec une autre femme. Une fille, là, qui a environ 18 ou 19 ans. C'est ça qui était important dans cette émission. On devait éclaircir ce point. Marie-Thérèse expliquera qu'elle devait partir avec Claude donc dans les studios de télévision, mais je dis à Marie-Thérèse, cette version ne peut pas être vraie. Elle ne peut pas et elle n'est pas vraie. Parce que dans la vraie version, Claude était très entouré. Donc je te tutoie, tu n'aurais pas pu être seul avec lui. À bientôt sur YouTube. Oh, excusez-moi, j'allais oublier le plus important. On se quitte avec un peu d'humour. Alors je coupe ma caméra. Je vais couper donc la photo de Thérèse. D'ailleurs, je voudrais dire à Thérèse que je la trouve très belle et très attirante et charismatique. Et je crois que Claude François pensait comme moi. Nous allons maintenant fermer sa photo. Nous allons fermer ma caméra et on se quitte avec un peu d'humour. Je passe la vidéo plusieurs fois. Vidéo qui a été enregistrée, qui relate des faits réels. Alors profitez-en. On y va? Qui est le témoin de sa mort? Je suis Marie-Thérèse. C'est moi qui vais faire tous les témoignages parce que Cataline ne sait plus ce qui s'est passé. Qui est le témoin de sa mort? Je suis Marie-Thérèse. C'est moi qui vais faire tous les témoignages parce que Cataline ne sait plus ce qui s'est passé. Qui est le témoin de sa mort? Je suis Marie-Thérèse. C'est moi qui vais faire tous les témoignages parce que Cataline ne sait plus ce qui s'est passé. Qui est le témoin de sa mort? Je suis Marie-Thérèse. C'est moi qui vais faire tous les témoignages parce que Cataline ne sait plus ce qui s'est passé.